Bonjour, c'est Guillaume de Goulet, on est vendredi, les Los Angeles Lakers ne disputeront pas les playoffs et ce sera donc le grand débat du jour de Time Out, le podcast de la réaction de l'équipe qui parle basket. Alors pourquoi évoquer le crash sportif des Lakers, me direz-vous ? Eh bien tout simplement parce que l'arrivée de LeBron James l'été dernier devait permettre à la franchise californienne, l'une des plus prestigieuses du sport américain, de retrouver une place au soleil, pardon, en play-off, un rendez-vous qu'elle manque systématiquement depuis 2013 et une défaite sèche au premier tour face aux Spurs de Tony Parker. Dans le coup jusqu'au All-Star, les Lakers ont lâché l'affaire juste après, minés par les rumeurs de trades autour de Anthony Davis, qui partage le même agent que LeBron James. Le bilan sportif après le nouveau revers à Toronto la nuit dernière, 31 victoires, 37 défaites, 11e place de la conférence Ouest. Le rideau est baissé, James va voir son temps de jeu diminuer. Un constat indigne pour une franchise qui a remporté 16 titres en 31 finales et qui se rêvait en futur rival de la grande équipe de la côte pacifique du moment, les Golden State Warriors, double champion en titre. Pire, Liliane, pire. Les voisins Oni, les Los Angeles Clippers, font mieux, bien calés dans la course aux playoffs. Alors, Yann, je te le demande, je vous le demande à tous, à qui la faute ? À Magic Johnson, le président des opérations basket ? À Luke Walton, le jeune coach incapable de gérer un effectif avec une méga star et des jeunes loups ? Ou à LeBron James lui-même qui a surestimé sa capacité à relancer une franchise impatiente de jouer à nouveau le titre. Bref, pour répondre à toutes ces questions, nos trois spécialistes du jour ont affûté leur couteau et aiguisé leurs réponses. Liliane Trévisan, bonjour Lily. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Toujours très heureux d'aller faire un tour en Californie, même si c'est pour faire du Lakers bashing, mais bon, voilà, on est désolé. Yann Nona, hello Yann. Salut Guillaume, salut Liliane, salut à tous. Et enfin Maxime Mallet en direct de New York. Maxime, tout émoustillé par la chute de la maison Yellow and Purple. Ciao Max. Salut, on n'est pas du tout désolé, on va taper là où ça fait mal. Voilà, tout le monde est prêt pour un nouvel entre-deux. Alors on prend une grande inspiration, on s'installe confortablement dans son siège courtside au Staples Center. 3, 2, 1, début du Lake Show. Bon, c'est l'expression à la mode, on va pas se mentir. On s'était tous dit l'été dernier, au moment de l'arrivée de LeBron James aux Lakers, que ça allait relancer la franchise californienne, qu'elle allait forcément disputer les playoffs pour la première fois depuis 5 ans. Eh bien, en fait, on s'est gourés, tous, collectivement. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que ces Los Angeles Lakers, malgré l'arrivée de James, qui est supposément le meilleur joueur du monde, n'y arrivent pas ? Qui se lance ? Allons-y. Ah bah vas-y. Alors, plouf. Déjà, on peut se demander si notre niveau d'excitation et d'analyse n'était pas un petit peu faussé par effectivement la personnalité de LeBron James qui sortait d'une de ses meilleures saisons en signant pour 4 ans aux Lakers pour la modique somme de 154 millions de dollars. Donc effectivement, tout le monde se disait, bah voilà, un joueur qui est le go-to guy de la NBA tout entière, une bande de jeunes joueurs très talentueux, Lonzo Ball, Brandon Ingram, voilà, ça va faire la maille, tout ça, ça va être super excitant. Ça l'a été. Ça l'a été, puisque comme vous le rappeliez en intro, jusqu'à la trêve de Noël, je crois, ou un peu avant, ils étaient à 20 victoires, 14 défaites. Ils étaient 4e de la conférence Ouest. Et on s'est dit, ça y est, la sauce a pris, la mayonnaise a pris, c'est bon. LeBron James, visiblement, avait du cœur à jouer avec les jeunes, essayer de les impliquer, etc. Bon, alors, il s'est passé beaucoup de choses. On peut, je crois, partir sur 2 angles. Le premier, c'est que cette équipe, et là, on peut faire coucou à Magic Johnson en passant, et à Rob Pelinka, elle a été mal construite. Elle a été mal construite. C'est une équipe qui manque de... C'est une des plus mauvaises équipes de la Ligue au shoot extérieur, au shoot à 3 points. Donc, elle n'a pas de shooter patenté. Elle n'a pas cette menace-là. Elle en souffre beaucoup offensivement. Et puis, bon, il ne faut pas perdre de vue non plus qu'il y a eu une flopée de blessures. J'ai fait un petit peu le compte des matchs qui ont été marqués, qui ont été manqués. Alors, LeBron en a manqué 17, ce qui n'est pas rien non plus pour un joueur de son impact. Rondo en a manqué 30, Michael Beasley 17 et Brandon Ingram 11 matchs ratés. Donc, tout ça, l'un dans l'autre, fait que les Lakers ont dû composer avec une équipe qui a rarement été au complet. Bon, j'essaye de prendre leur défense, Guillaume. J'essaye d'être un peu l'avocat du diable. Je ne me fais... Voilà. Je me fais bien voir. Et donc, du coup, voilà, ils ont quand même des circonstances atténuantes à faire valoir dans la mesure où, effectivement, ils ont rarement été au complet, ce qui n'aide pas à construire une alchimie d'équipe. Voilà. Et après, tout ça, effectivement, est parti un petit peu en quenouille. Il y a eu des moments bordéliques, comme après la défaite, c'était début février, quand ils ont perdu à Golden State, contre Golden State, et où les médias américains ont rapporté avec délice qu'il y avait eu un clash énorme
énorme dans les vestiaires entre quelques joueurs et le coach Luke Walton. Alors après, des joueurs, certains ont dit qu'ils en étaient venus aux mains, des joueurs comme Bisley ont démenti en disant non, on n'est pas venu aux mains, oui, il y a eu quelque chose, mais non, c'était pas grave. Enfin bref, voilà, donc après, tout est parti en vrille. Et l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas qui est capable de récupérer ça aujourd'hui, de faire en fait que l'apaisement revienne, que la cohérence revienne dans cette équipe. On ne voit pas qui va être capable de le faire aujourd'hui. C'est ça, Yann, elle a raison, cette équipe, elle a été mal construite, mal pensée autour de LeBron James. Oui, je pense Liliane a pointé le principal défaut, c'est le shoot. Or, aujourd'hui, la NBA, c'est une ligue où on shoot beaucoup, on shoot à 3 points, et les Lakers, je crois que c'est la 28e ou 27e équipe dans l'adresse à 3 points sur 30, donc c'est très difficile. Et puis ça crée un autre problème tout simplement tactique, c'est que ça ne permet pas à LeBron James d'exprimer son plein potentiel, puisque c'est facile, c'est entre guillemets facile de resserrer dans la raquette, puisqu'il n'y a pas de danger à l'extérieur, hein, même si évidemment quand LeBron James rentre dans la raquette... Tu t'écartes ? On s'écarte, ouais, parce que c'est quand même un train qui vous arrive dans la figure. Mais néanmoins, ça pose un souci, puisqu'il n'y a pas assez de scoring pour les Lakers. Donc ça, c'est un problème. Ensuite, on peut souligner, oui, Yann, puisque tu en parles, qu'effectivement, dans toutes les équipes où il a réussi, LeBron James avait toujours des super shooters à 3 points à côté de lui. Ray Allen, Kyle Korver, Kyrie Irving. Voilà, il y a toujours eu dans les équipes de LeBron James des mecs qui assuraient à 3 points. Et là, il n'y en a pas aux Lakers. Il y a aussi la compatibilité, la question de la compatibilité, Max, entre LeBron James et Rajon Rondo. C'est pas forcément 2 joueurs qui peuvent jouer ensemble. Ils ont tous les 2 besoin d'avoir le ballon en main, pour le dire autrement. Ouais, c'est vrai qu'il y a un problème de compatibilité globale et pour aller un petit peu à contre-courant de ce que tu disais au début, je reviendrai sur le papier que j'avais fait en début de saison en disant de l'extérieur le cocktail semble explosif. C'était une des phrases et c'est vrai que je te l'avais rajouté, je l'avais rajouté dans le papier, c'est pour ça, c'est ma faute. Non, mais on savait qu'il y aurait du spectacle, mais on savait pas s'il serait vraiment accompagné de résultats ou au contraire, si on suivrait cette équipe qui est en difficulté. Et c'est vrai que ce soit en termes de jeu, tu en parlais pour LeBron et Rajon Rondo, en termes de caractère, on a vu Michael Bisley qui a été gentiment éjecté avec un trade, des anciens qui apportent pas forcément grand chose. Il y a ces problèmes de compatibilité, de faire que tout va ensemble et donc oui, c'est l'un des principaux problèmes. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais vraiment un collectif, un groupe qui a pris. D'ailleurs, Zubac, qui a été échangé début février, c'est envoyé des Lakers aux Clippers, s'est régalé de mettre un petit coup de scie aux Lakers après une victoire contre les Knicks en disant les Clippers ce soir-là avaient explosé les Knicks et il s'était régalé de dire à la fin vous savez des soirées comme ça on n'en connaissait pas avec les Lakers, vous savez. Donc voilà, il y a un problème on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de vrai groupe, quoi, qu'il y avait LeBron James d'un côté, des joueurs jeunes de l'autre, des anciens d'un troisième et que tout ça a jamais réellement formé une équipe. Pour compléter un peu, et pour aller dans le sens de ce que disait aussi Liliane tout à l'heure par rapport aux blessés, et pour parler aussi de compatibilité entre joueurs, LeBron James fonctionnait beaucoup mieux avec Lonzo Ball, quand Lonzo Ball menait le jeu, pour 2 raisons, parce qu'il tient moins le ballon que Rajon Rondo, et surtout parce qu'il défend plus. Et il y a un chiffre assez révélateur, c'est que quand Lonzo Ball était encore aux manettes de l'équipe, avant qu'il se torde la cheville, et ça a mis fin à sa saison de manière très prématurée, les Lakers en défense étaient bien plus performants. Ils étaient la 7e équipe de la NBA au point encaissé par possession. Bon, c'est un peu du jargon, mais c'est significatif parce que dès que Lonzo Ball s'est blessé, depuis, les Lakers sont 27e à ce même classement. Hein. Donc ça a complètement bouleversé le jeu et ça a exacerbé tous les problèmes et la fracture qu'il y avait dans le groupe de cette équipe. Quel est le principal responsable ? Magic Johnson, qui est le patron aujourd'hui des Lakers. Il a échoué à construire une équipe costaude autour de LeBron James, Liliane ? On peut en effet être très déçu par la vision aussi bien du jeu que de l'avenir que Magic avait pour cette équipe. C'est quand même quelqu'un qui connaît le jeu, qui connaît la NBA, qui la voit évoluer, qui a été un joueur exceptionnel. Et on peut se demander en fait si le fait d'avoir réussi le gros coup d'attirer LeBron James, qui a été quand même vraiment un gros coup réussi, on lui dit chapeau, n'a pas un petit peu poussé ce staff à s'asseoir un peu sur ses lauriers en se disant ça y est, on l'a eu, on a James avec nos gamins, tout ça.
ça va faire la maille, voilà, on va mettre un truc excitant. Et ils ont recruté beaucoup de joueurs sur des contrats d'1 an, sans vraiment se poser la question de savoir, avec en plus un jeune coach, donc qui n'a pas forcément une autorité naturelle, une légitimité qui n'est pas encore complètement affirmée, avec un jeune coach, ils ne se sont pas posé la question de savoir comment ils allaient faire jouer ensemble des jeunes hyper talentueux, une superstar NBA, enfin une méga all-star NBA, et puis des joueurs qui viennent comme ça s'ajouter, peut-être se greffer un petit peu dans les intervalles, prendre le temps de jeu qu'il y a à prendre. En fait, c'est très étonnant de penser qu'un stratège comme Magic Johnson, comme il l'était sur le terrain, n'a pas envisagé ça une seconde, quoi. N'a pas envisagé une seconde de se dire mais comment tout ça va se mettre en place et comment Luke Walton va me gérer tout ça. Faut mettre un bémol, un tout petit bémol, c'est que je pense que la vision de Johnson et Pelinka évidemment ne s'arrêtait pas à cette saison, puisqu'il y a le prochain marché des transferts, et donc c'est plutôt là en fait, c'est plutôt là qu'ils comptaient constituer l'équipe idéale autour des joueurs qui seraient encore là. Donc c'était un peu le risque cette saison. On s'attendait à voir les Lakers aller en play-off, parce qu'en gros à chaque fois que LeBron James joue dans une équipe, il va en play-off. D'ailleurs, la dernière fois qu'il n'a pas disputé les play-offs, LeBron James, c'est en 2005. C'était il y a 13 ans. Je crois que c'est sa première saison. Je crois que c'est sa première saison où... Donc c'est absolument exceptionnel. Il a joué les 8 ou 9 dernières finales. Donc c'est inattendu. Quand il revient aux Cleveland Cavaliers, il va les emmener en finale directement alors qu'il n'avait pas joué les playoffs l'année précédente. C'est quelque chose qui vient avec le statut du joueur. Mais je pense que le management s'attendait à devoir faire une vraie équipe plutôt en 2019. Oui, sauf que le souci, c'est effectivement, on peut effectivement faire valoir très justement que cette équipe, à la limite, cette nouvelle équipe des Lakers, c'était une expérimentation. C'était pour préparer le terrain à la saison suivante. Sauf que là, ils sont quand même en train de torpiller gravement leur saison, leur réputation. Enfin, il s'est passé des choses qui ne portent pas l'image du club vraiment au nu, à tel point qu'en NBA, des voix se font entendre en se demandant est-ce que les Lakers sont toujours aussi attractifs qu'ils l'étaient auparavant. Est-ce que la vraie rupture, Max, c'est pas finalement ce coup raté d'Anthony Davis au moment de la coupure de l'All-Star Game? C'est ça, elle est peut-être là la vraie coupure, parce que tu y étais, Yann, d'ailleurs. Ils ont battu les champions en titre, les Lakers. Ils ont été gagnés. Oui, on est le soir de Noël. Pardon, Max, je te donne la parole après, n'est-ce pas? Le 25 décembre, le match le plus attendu de l'année, c'est les Lakers qui se déplacent à Auckland pour affronter les champions en titre, et ils gagnent de 26 points. Je crois que c'était 127 à 101. Ça a un peu marqué les esprits. Kobe Bryant qui déclare un peu partout dans la presse que d'ici, en un clin d'œil, les Lakers vont à nouveau jouer le titre. Ils sont à l'époque 4e de la conférence. Tout va bien, sauf que ce jour-là, tout bascule, parce que tout d'un coup, LeBron James se tord de douleur sur le parquet. Il a mal à l'adducteur, et on n'a jamais vu ça en 13 ou 14 ans sur les parquets. Il n'a jamais eu une blessure comme ça. Il va rater 18 matchs. Dans le même match, Rajon Rondo se fait une blessure au doigt. Il se fracture un peu le doigt, et il ne va pas revenir pendant une quinzaine de matchs. Et tout a basculé ce soir-là, ce jour de Noël. Et donc cette histoire de trade, j'y reviens parce que tu as fait une petite digression, blessure de LeBron, et donc ce trade raté, manqué, où les Lakers ont failli, enfin en tout cas c'est des informations qui nous sont parvenues, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts à balancer toute leur équipe, tous leurs jeunes talents, Kyle Kuzma, Lonzo Ball, Brandon Ingram, en échange d'un seul joueur, Anthony Davis. Oui, plus des tours de draft. C'est vrai que c'est cet épisode-là où vraiment la direction Pelinka Magic c'est bien vautré. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas exactement comment ça a été organisé. Ce qu'on sait, c'est que Rich Paul est un agent, l'agent et ami de LeBron James, qu'il est aussi l'agent de Anthony Davis, et qu'il a mis sur la table cette envie de partir de Davis. Et donc on s'est dit, c'est pour forcer la main de New Orleans, des Pelicans, avant la fin de l'année, puisque Boston ne peut pas, je vais pas détailler les raisons, mais pour des raisons réglementaires, Boston, qui est l'équipe qui a le plus d'atouts qu'elle peut envoyer à d'autres équipes, ne peut pas faire d'échange pour Anthony Davis avant l'été prochain. Donc ils se sont dit, vu le timing, tout ça est orchestré par LeBron James, Magic, Pelinka. Il y a eu des communications assez limitées entre les deux, des informations sur qui on envoie ou pas. Jenny Buss, qui est la propriétaire maintenant des Lakers,
a dit que en fait les offres n'étaient pas exactement celles qu'on avait lues. Donc c'est vrai qu'on a du mal à y voir très clair sur ce qui s'est passé pendant cette période. Ce qui est très clair pour moi, c'est que pour l'instant le bilan de Magic et de Pelinka, il est nul au sens où ce qu'ils ont apporté est pour moi égal à 0. C'est-à-dire que LeBron James, il avait envie de venir. J'ai pas l'impression qu'il ait eu grand chose à faire pour le convaincre. Il avait envie d'être à LA, il avait envie d'être aux Lakers, il avait plus envie d'être à Cleveland, il avait pas forcément non plus envie de retourner à Miami. Donc voilà, c'est lui un peu qui a fait le choix de lui-même, plus que eux qui l'ont convaincu de quelque chose de fou aux Lakers. Et donc depuis, ce qu'ils ont, ils ont rien apporté. Ils ont réussi aucune transaction ou aucune signature marquante. Donc c'est vrai que avec en plus le flop de cet épisode Anthony Davis qui a complètement mis à l'envers le groupe et mis la tête à l'envers des jeunes, ils sont avec une pression vraiment de dingue l'été prochain. C'est-à-dire que s'ils signent pas au moins un grand joueur, tout le monde va leur rire au nez. Et si jamais les Knicks arrivent à signer un ou deux grands joueurs, je pense que la question va se poser de savoir quelle est la franchise la plus mal gérée ces dernières années. Et les Clippers aussi, Max, puisque tout le monde dit que Kawhi Leonard serait plus enclin à se rendre à signer chez les Clippers que chez les Lakers. Donc ce serait effectivement... Oui, mais mon point, c'était juste pour dire quelle est la franchise actuellement la plus mal gérée sportivement. Et c'est vrai que c'est les Knicks depuis des années très haut la main. Mais si les Lakers finissent la période des free agents de l'été prochain les mains vides, sans personne d'autre que LeBron dans leur équipe parmi les top joueurs, la question va se poser. Je mettrai un bémol aussi sur les qualités de Magic en termes de management sportif. C'est un businessman qui a énormément de succès, ça on peut pas lui enlever, mais on peut se souvenir que par exemple son passage en tant que coach avait été aussi court que difficile. Et je sais pas si, on verra, l'été prochain nous répondra, mais il y a des doutes sur sa capacité à être un vrai bon président des basketball operations, comme ils disent, en gros, patron du sportif de la franchise. Mais là où moi je trouve qu'il y a eu une énorme erreur d'appréciation et dans la manière de gérer le cas Anthony Davis, c'est que si on est Rob Pelinka et Magic Johnson, on voit, vous voyez ce qui s'est passé. Il y a Anthony Davis qui déclare quasiment dans la presse qu'il va partir. Donc c'est quelque chose déjà qui ne se fait pas. Il a une amende pour ça. Normalement, c'est totalement interdit par les règles de la NBA. Donc si vous êtes les dirigeants de New Orleans qui ont tout misé sur Anthony Davis depuis des années, qui ont tout sacrifié, d'ailleurs le GM a fini par être viré à cause de cette histoire. Est-ce que honnêtement, si vous êtes les Lakers, vous pensez que New Orleans va vous refiler Anthony Davis ? Moi, je pense que le management des Pélicans a pris un malin plaisir à regarder les Lakers se ridiculiser en offrant tout ce qu'ils avaient dans leur équipe jusqu'aux porteurs de serviettes et aux porteurs d'eau. Et puis finalement, ils ont dit finalement, on va réfléchir en fait. Et je pense qu'ils n'ont jamais eu l'intention de laisser partir Anthony Davis aux Lakers. D'ailleurs, dès qu'une superstar part dans de mauvaises conditions, quand elle n'est pas libre, historiquement, en tout cas dans la majorité des cas, elle finit dans l'autre conférence, pour ne pas que sa propre équipe ait à souffrir éventuellement à l'avenir de la présence de cette star chez un concurrent. Donc je pense qu'il y a eu vraiment une erreur, je ne sais pas si c'est de jeunesse ou d'appréciation, il y a quelque chose qui ne va pas dans la gestion de cette crise, clairement. À vous écouter, Luke Walton, l'entraîneur, jeune entraîneur, 38 ans, qui a été drafté la même année que LeBron James en 2003, est totalement blanc dans l'affaire. Il est l'agneau sacrifié en quelque sorte. Zéro responsabilité pour Walton ? Zéro responsabilité, je ne pense pas. Après, je ne sais pas dans quelle mesure il est consulté sur les recrutements, sur l'articulation de l'équipe. Je suppose, j'ose espérer pour lui qu'il a son mot à dire sur le choix des joueurs, sur le profil des joueurs, etc. Je ne suis pas sûr, Elie, je pense pas. Mais il y a eu une info qui est sortie disant que le staff sportif, les coachs avaient demandé à la fin de la saison dernière de garder Brook Lopez et Julius Randle, les deux qui sont partis. Donc je ne suis pas sûr qu'on les écoute beaucoup. Oui, mais je pensais que depuis ça, ils avaient peut-être évolué un petit peu dans leur façon de travailler, parce que
on peut pas imposer une équipe à un coach. Enfin, je veux dire, même en NBA, c'est quand même pas la meilleure garantie pour un succès fou. Donc voilà. Après, oui, il paraît que Walton est un petit peu débordé. Écoutez, il a 38 ans, comme le rappelait Guillaume, il était drafté la même année que LeBron James, et il se retrouve avec un joueur sur les bras à qui personne ne peut rien imposer, et personne n'a jamais rien imposé, qui fait tout seul, qui décide de certaines choses tout seul. Pour un jeune coach qui n'a pas de crédit, qui n'a pas grand-chose à faire valoir, c'est difficile d'affirmer une autorité. Il est évident que les jeunes, voyant ça, c'est pas sûr qu'ils gagnent leur respect immédiatement. Et ensuite, on lui a beaucoup reproché effectivement de pas trop savoir utiliser ses rotations, d'être parfois stéréotypé dans ses schémas offensifs. Bon voilà, on lui a reproché pas mal de choses. On ne peut pas l'exonérer évidemment du marasme que représente le jeu des Lakers, puisqu'effectivement en plus le jeu est même pas plaisant. Il perdrait en faisant des matchs spectaculaires, envoyés, audacieux, mais en fait il présente un jeu qui fait vibrer pas grand monde en fait, qui ne fait vibrer personne. Et donc effectivement on ne peut pas exonérer. Eux-mêmes ne vibrent pas sur le terrain, Liliane. Voilà. Dès que tu vois quelques matchs, c'est d'une tristesse incroyable. Ouais. Tu ressens que les joueurs sont absents, que LeBron James est frustré en permanence. C'est les portes ouvertes en défense. C'est insupportable à regarder en fait, la plupart du temps. Ouais, tout à fait. Depuis qu'ils ont laissé tomber en fait. Donc c'est pour ça, Walton est forcément un peu responsable de ça. C'est lui le maître du jeu. C'est à lui d'essayer de remettre un peu d'ordre dans la maison. Mais on en revient toujours à la question que j'avais soulevée au début. C'est qui est vraiment capable de remettre de l'ordre dans cette maison? Qui est capable d'aller se planter devant LeBron James, devant les jeunes joueurs, les stars de demain, et leur dire écoutez, maintenant ça suffit, arrêtez-moi ce bordel, voilà, vous allez faire ci, vous allez faire ça, vous allez écouter le coach, qui est capable de faire ça? Moi j'en vois qu'un, mais... Moi aussi, je pensais très fort à lui, mais on ne sait pas où il est. Il est aux Bahamas, il fait du ski. Il est en Chine pour le tirage au sort de la Coupe du Monde. Il est en Chine pour le tirage au sort de la Coupe du Monde, c'est bien. Il a encore des activités très basket, ce garçon. Donc Kobe Bryant est une icône, et puis c'est quelqu'un d'impressionnant. Je veux dire, c'est quelqu'un d'impressionnant, même pour des jeunes joueurs qui se voient en futur star NBA. C'est évident qu'il a un caractère, on ne lui parle pas comme il ne veut pas, en fait, je veux dire, il faut le respecter. Oui, pourquoi pas solliciter peut-être une expertise de Kobe Bryant, ou le faire venir, je sais pas, comme conseiller auprès des joueurs, ou j'en sais rien, je sais même pas si lui, d'abord serait très ouvert à ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que quelqu'un remette de l'ordre dans la maison des Lakers, et que c'est pas Walton qui va y arriver, parce que visiblement il est un petit peu débordé. Et puis il est déjà annoncé, je crois, en NCAA pour la saison prochaine. Après, c'est que des rumeurs, évidemment, mais en tout cas, il a perdu clairement la confiance des dirigeants, et notamment de Jenny Buss. Alors qu'il avait celle de Jenny Buss, qui a maintenu contre Magic. Oui, c'est ça. Et là, pour moi, il y a quand même un gros problème. Je pense que si les Lakers virent Luke Walton, comme tu disais, Liliane, on ne peut pas l'exonérer de tout, mais depuis 3 ans qu'il est là, donc il était venu avec sa position de top assistant aux côtés de Steve Kerr, où il avait été champion à Golden State. Je pense qu'il venait avec cette aura, et depuis qu'il est là, il a quand même réussi, je veux dire, chaque année, sauf cette saison, à augmenter le bilan victorieux des Lakers, à recréer un petit peu de défense malgré la jeunesse de son équipe l'année dernière, où c'était quand même un peu plus concluant de ce point de vue-là. Surtout en fin de saison. Oui, c'est ça. Et donc le virer aujourd'hui, moi je pense que c'est pas un bon choix. Et je pense que ça envoie un mauvais message. Ça envoie le message que LeBron James, c'est le patron. Et pour rappel, quand LeBron James est revenu à Cleveland, évidemment, il s'est retrouvé avec David Blatt. Je pense pas qu'on puisse taxer David Blatt d'être un mauvais coach. Il a fini par être viré pour incompatibilité d'humeur et de relation avec LeBron James, assez clairement. Il l'a exprimé par la suite. Quand il est arrivé à Miami, il y a eu une grosse différence. En 2010, LeBron James, quand il constitue son Big Three avec Dwayne Wade et Chris Bosh, au tout début de la saison, rappelez-vous, le coach à l'époque, c'est un jeune coach, plus maintenant, mais c'est Eric Spoelstra. Et au bout de 10 matchs, au bout d'une vingtaine de matchs, Pat Riley, le président à l'époque, un ancien légendaire des Lakers, n'est-ce pas, raconte cette anecdote. LeBron James tient une réunion avec lui et lui demande de manière assez explicite s'il n'a pas envie de revenir sur le banc, donc de virer Spoelstra. Et l'une des meilleures décisions de Riley, ça a été de garder sa confiance dans Spoelstra. C'était une manière de mettre James à sa place. Et je pense que les Lakers ont besoin de montrer que c'est pas James le roi et le patron de la ville, en fait. En tout cas, pas encore. C'est lui, Maxime, le principal responsable de l'explosion en saison des Lakers?
C'est toujours compliqué autour de LeBron James parce qu'il y a ce qu'il apporte sur le terrain, il y a son comportement dehors, sa façon d'être leader. C'est vrai que quand on va dire côté face, publiquement, c'est quelqu'un qui va toujours tenir le bon discours. Il avait eu à l'époque Cleveland, de retour à Cleveland, des petites sorties sur les réseaux sociaux, notamment qui visaient Kevin Love. On l'a un peu moins vu faire ça ici, donc c'est vrai qu'il dit plutôt tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai qu'on se demande toujours en coulisses de quelle manière il agit, est-ce qu'il s'intéresse un petit peu trop au côté du management et qui sort de son rôle de joueur, est-ce que c'est entre guillemets quelqu'un qui un grand consommateur de coach. C'est vrai que comme Yann le disait, Spoelstra est le seul à l'avoir survécu. J'ai cru que tu voulais dire un grand consommateur de coke, j'ai eu peur, Max. De coach, non, de coach. Donc voilà, il y a toujours cet aspect-là de qu'est-ce qu'il fait exactement en coulisses, qui n'a jamais été complètement mis en lumière. Parce qu'il ne le fait pas directement, en fait, parce qu'il y a tout un clan. Exactement, il a tout un clan. Une organisation autour de lui, des proches qui le font à sa place. Et oui, ouais. c'est ce qui rend aussi la situation un peu compliquée, un peu bizarre. Mais l'année où ils ont renvoyé David Blatt, où ils l'ont renvoyé de Cleveland, 6 mois après, ils sont champions. Donc c'est qu'est-ce qu'il vaut mieux lui laisser faire? Est-ce qu'il a envie d'être champion au bout du compte ou essayer de le museler et se retrouver dans des situations un peu entre deux où on réussit pas vraiment? Enfin, c'est vrai que ça a toujours été la question autour de LeBron James, comment le gérer, sachant que c'est un joueur qui a un talent fou sur le terrain, qui a une vision quasiment de coach une fois qu'il est sur le terrain, mais qui dépasse un petit peu son rôle en dehors. La question aussi qu'on a vu apparaître il y a quelques jours, une question presque irréelle et pourtant qui a surgi aux États-Unis, et si les Lakers, est-ce que les Lakers ne devraient pas finalement trader LeBron James? Moi j'ai vu ça m'a fait écarquiller les yeux, je vois que vous écarquillez aussi les vôtres, mais est-ce que c'est Jeff Van Gundy qui a exactement Jeff Van ESPN. Ouais, c'est Jeff Van Gundy qui a dit que effectivement il y avait un processus de reconstruction à faire aux Lakers l'année prochaine, qui est une année cruciale, que ce processus de reconstruction évidemment serait très déterminant pour l'avenir de la franchise, et il disait que dans ce cadre, aucun joueur ne devait être protégé et exempté d'un éventuel trade, pas même LeBron James. Et effectivement, vu tout ce qu'on vient de développer, ce que vient de nous dire Max sur la façon dont c'est très compliqué de gérer ce joueur sur terrain, hors terrain et en coulisses, on peut se poser la question de savoir effectivement si l'autre gros coup que pourraient faire les Lakers la saison prochaine, c'est pas de se débarrasser de LeBron James. Mais bon, c'est évidemment... Ils pourraient peut-être récupérer Anthony Davis s'ils offrent James en échange. C'est ça. Là, je pense qu'il y a un deal, oui. Mais là, ils auraient perdu 2 ans. Ça veut dire renier tout ce qu'ils viennent de faire. Et on peut aussi imaginer qu'un joueur comme LeBron James ait dans son contrat une clause de no trade, en tout cas sans son assentiment. C'était le cas du contrat de Kobe d'ailleurs. Oui, il a signé 4 ans, donc je pense qu'il a dû bétonner ça avec tous ses conseillers pour ne pas pouvoir se faire mettre à la porte comme un malpropre, ce qui serait un échec cinglant pour lui. Pour LeBron James de se faire lâcher par les Lakers, mais je pense qu'il s'en remettrait pas, il apprécierait pas du tout. Ça a fait rire cette remarque de Van Gundy, Max, aux États-Unis, ou au contraire ça a été débattu avec sérieux? Non, ça a fait sourire un petit peu, mais disons qu'il y a une vraie logique derrière ça. Par exemple, on parle beaucoup d'Anthony Davis parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est le top joueur qui a vraiment envie d'aller aux Lakers par rapport à d'autres dont on ne connaît pas les intentions. Mais par exemple, Anthony Davis, si les Pelicans l'été prochain décident de l'échanger avec n'importe quelle autre équipe que les Lakers, Anthony Davis, il est sous contrat jusqu'à l'été 2020, donc il est obligé de faire la saison dans cette nouvelle équipe. Ça veut dire qu'il n'arriverait pas à Los Angeles avant 2020, avant le début de la saison 2020-2021, ce qui serait la 18e saison de LeBron James. Donc ça fait un horizon très loin. Donc pourquoi ne pas l'échanger avant et entamer une reconstruction plus profonde de la franchise plutôt que d'attendre éventuellement
un an de plus, alors que le joueur va arriver à des périodes de sa carrière où la production va forcément décliner. Donc ça, c'était la logique de cette idée de trade. Après, personne n'imagine que ça va arriver. Voilà, ce serait tellement se renier par rapport à ce qu'ils ont fait et ce qu'ils essayent de mettre en place que personne n'imagine cela possible aujourd'hui. Quel peut être l'avenir pour les Lakers? Alors, cette saison, on a compris, c'est terminé. On le disait tout à l'heure en intro, 31-37 le bilan. À quelques matchs de la fin de la saison régulière, c'est évidemment mort dans une conférence Ouest extrêmement relevée. C'est vraiment mathématiquement complètement mort. C'est pas complètement mathématiquement mort, mais... il reste quoi, 14-15 matchs. Ils ont 7 matchs de retard sur leurs voisins, les Clippers. C'est ça. Ouais. Les Clippers qui sont aujourd'hui... l'an dernier à la même époque. Oui, j'allais dire, les Clippers sont à 39 victoires, 30 défaites. Vous vous rendez compte du niveau de la conférence Ouest, pour se qualifier en play-off, il faut être largement dans le positif. Et donc, pour les Lakers, quel rebond la saison prochaine espérer? Quelle peut être la stratégie? Qu'est-ce que vous conseilleriez, je vais y arriver, à Rob Pelinka et Magic Johnson? De gagner la loterie. Oui, je sais, toi t'es persuadé que les Lakers vont avoir le premier choix de draft. Ils vont tanker la saison pour avoir le... mais là, ils peuvent, vu qu'ils seront dans les équipes de la loterie, ils auront 3 ou 4% de chance, a priori, vu là où ils vont terminer. Mais il y a beaucoup de gens qui sont théorie du complot, qui sont persuadés que, comme d'autres équipes qui ont été très chanceuses, ce serait pas étonnant que les Lakers aient, comme par hasard, le choix numéro 1 la saison prochaine, pour la prochaine draft. Voilà, tu vois le mal partout. Mais après, ce serait le meilleur moyen de récupérer un top joueur très rapidement, puisque je pense qu'ils ont le numéro 1, ils récupéreront Zion Williamson, qui a d'ailleurs fait son retour fracassant la nuit dernière après sa petite blessure au genou avec Duke. Sa chaussure ne s'est pas déchirée. Il a changé d'équipementier ou il joue en pantoufles? Non, Nike a envoyé des gens en Chine pour vérifier les chaussures et la fabrication, et il lui a ramené une paire qui était a priori un peu customisée. En titane. Et il n'y a pas eu de problème hier. Outre Zion Williamson, quel joueur, tout simplement, pourrait arriver à Los Angeles la saison prochaine? Aux Lakers, j'entends pas, aux Clippers. Ouais, l'évidence, c'est pour moi, le plus intéressant, c'est Kawhi Leonard, parce que il présente. C'est compatible avec LeBron James, Kawhi Leonard? Je vois pas pourquoi ce serait pas compatible. Kawhi Leonard, c'est un des tout meilleurs défenseurs de la NBA, un excellent attaquant. J'ai pas eu l'impression, même à son époque Spurs, qui tirait vraiment la couverture à lui. Et en partant des Spurs, il a clairement, en décidant de partir, en allant au clash avec les Spurs, il a clairement laissé comprendre qu'il voulait aller sur un gros marché. Donc j'ai vraiment du mal à imaginer, à moins que les Raptors aillent en finale ou créent la surprise, qu'il reste au Canada l'année prochaine. Il est californien, rappelons, donc il a une maison là-bas. Moi, ça me paraît le profil le plus intéressant. Pas quelqu'un qui va râler d'être à côté de LeBron James, peut-être, en tout cas, peut-être pas. Ils n'ont pas plutôt besoin, les Lakers, outre d'un meneur qui passe la balle, d'un intérieur un peu plus dominant que ne peuvent l'être Javel McGee ou Tyson Chandler? Ce qui est sûr, c'est qu'ils auraient mieux fait de prendre Joakim Noah plutôt que Tyson Chandler. Mais bon, c'est avec mon avis. C'est trop tard, ouais. Mais un intérieur dominant, oui, évidemment, tu as raison, Guillaume. Mais je pense que l'enjeu, comme disait Maxime tout à l'heure, d'abord, ça va être de faire déjà un coup médiatique, entre guillemets, en ramenant un nom, vraiment un des tout meilleurs joueurs, que ce soit Leonard ou que ce soit Kyrie Irving, puisque il ne vous a pas échappé que les deux joueurs qui étaient en guerre, ce sont comme par hasard rabibochés, que ça a été largement médiatisé, on s'est téléphoné, oh là là, je me sens triste pour ce que vit LeBron, nous a raconté Kyrie, donc ça peut être un prélude, à une réunion, puisque Kyrie Irving a laissé la porte ouverte à un départ des Celtics. Et il y a évidemment le cas Kevin Durant à Golden State, puisque ça a toujours été un joueur un tout petit peu à l'écart de tout le reste des Warriors. C'est assez intéressant. Et autant il a été très critiqué quand il a signé aux Warriors, puisqu'on lui a dit c'est facile en fait, tu vas là où ils sont champions et tu vas prendre tes bagues. Même peu importe le fait, il joue très bien, évidemment c'est pas la question, c'est un des tout meilleurs joueurs de la ligue, mais il a été très critiqué pour ça. Je pense que ça serait mieux vu si demain il décidait d'aller à la concurrence pour essayer de renverser cette équipe. Je pense qu'il y aurait une histoire à raconter autour de ça. LeBron et Kevin Durant sont très amis, je crois très proches, donc c'est pas inimaginable.
Max, tu souscris à cette proposition de Yann? Tu prends ton téléphone, t'appelles Magic? Il y a beaucoup d'options. C'est de joueurs, de grands joueurs disponibles l'été prochain. Il y en a beaucoup, et c'est pour ça qu'il y a d'autant plus de pression sur Magic et Pelinka. C'est parce que il y a le choix, quoi. On serait sur une saison où il y a très peu de grands joueurs disponibles. Bon, ben voilà, on comprendrait que ce soit difficile de mettre quelque chose en place pour en récupérer un. Mais là, on a parlé. Il y a Durant, il y a Leonard, il y a Kyrie Irving. Il peut y avoir un Kemba Walker aussi, un Klay Thompson, des Marcus Cousins. Donc des joueurs disponibles, il y en a. Lequel aller chercher, lequel se fondra le mieux dans cet environnement, et lequel aussi sera prêt à y venir, ça c'est beaucoup plus difficile à identifier. Donc et Draymond Green vient de... Pardon, excuse-moi Max. Draymond Green, je voulais juste dire, vient de signer, comme tu le sais, avec l'agent de LeBron James. Aussi, ouais. Il y a aussi Jimmy Butler parmi les joueurs disponibles, peut-être cet été. Donc voilà, c'est Guillaume Grimace. Il va falloir bien cibler et bien négocier. Ça va être un vrai test pour eux, parce qu'il y a des possibilités. Si t'appelles Magic, t'es gentil, t'oublies Jimmy Butler dans la liste. Avant de vous remercier pour votre participation à ce podcast spécial Lakers, je vais vous demander de noter, comme à l'école, sur 10, la saison des Lakers. Chacun votre tour, une petite note sur 10. Lily, tu commences. Elle n'est pas finie, la saison. Ouais, pour moi, elle est terminée. C'est effectivement très décevant. Hein. Ça vaut à peine la moyenne, quoi. 4 ? Ouais, 4, 5 sur 10, 4, allez. Moi, je pense que ça valait la moyenne, tant qu'ils étaient qualifiables en play-off, mais l'effondrement, l'épisode Anthony Davis, la fracture du groupe entre James et les jeunes, pour moi, les Jones, ça descend à 3 voire 2 en fait, parce que là il y a plus rien à attendre. C'est un effondrement, c'est un crash, quoi. C'est pas ce qu'on attend d'une équipe de cette stature. Max? T'attends que je leur mette un 0? Bah, bien sûr. 0, quel chiffre fétiche de Max, pour ceux qui ne le sauraient pas. Plus ça va, et plus il fait froid en Californie. Hein. Non, mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Yann. En fait, le résultat sportif, ça vaudrait un 4, 4,5 peut-être en lui-même, mais il y a eu tellement de choses autour qui donnent l'impression que la franchise est pas du tout dans une meilleure place que l'an dernier au même moment, fait que c'est plutôt un 3 ou un 2 que cette saison vaut. Très bien, le mot de la fin, ce sera... Tu as donné une note, Guillaume? Je la garde pour moi, c'est personnel. 8. Il me reste à vous remercier, et je terminerai tout simplement par ce petit mot. Kobe, reviens vite. Merci.